Bon, on a connu, je pense, l'un des mois les plus désastreux dans le monde des crypto-monnaies. Depuis FTX en 2022, on avait eu le crash, Terra Luna, etc. J'ai pas senti de moment entre ces deux périodes-là où il y avait autant de peur, de colère et d'angoisse sur les marchés. La raison de ça, c'est autant le fait que Bitcoin soit repassé de 109 000 à en dessous de 80 000 $ et que les altcoins se soient effondrés, mais c'est surtout le fait qu'on avait énormément d'attentes pour le mois de février, qui historiquement est excellent. On est dans une année post-halving et Donald Trump avait annoncé de très très bonnes choses qui arrivait. Et au final, on souffre, on a enchaîné baisse sur baisse en février sans énormément de bonnes nouvelles. Et c'est très dur émotionnellement pour la plupart des gens, ce que je comprends totalement. L'idée de cette vidéo, ça va être de refaire un point factuel sur tout ce qui s'est passé au mois de février dans les crypto-monnaies. Donc on va essayer de tout couvrir, que ce soit les news, les institutions, la macro, les charts, les altcoins, l'analyse on-chain, etc. pour se tirer des vraies conclusions et essayer de voir vraiment si nos thèses sont invalidées ou si on est dans une période de correction très désagréable, mais qui n'invalide pas le fait qu'on aura un bull run, qu'on aura une alt season, etc. Je sais qu'en ce moment c'est très à la mode de dire qu'on n'aura pas de bull run, qu'on n'aura pas d'alt season. Je vais vous donner mon avis, on va essayer de prendre tous les éléments qu'on a devant nous en compte. Je pense que je vais essayer de faire cette vidéo à la fin de chaque mois pour que ça rentre un peu dans ce que je vous disais sur le fait de couper le bruit. Je pense pas qu'on ait besoin vraiment de regarder les news tous les jours, de regarder ce qui se passe tous les jours. C'est quelque chose qui est extrêmement anxiogène. Donc pour ceux qui le veulent, à la fin de chaque mois maintenant, je vais faire une grosse vidéo récap où on va prendre en compte tout ce qui s'est passé sur le mois, donc ici le mois de février, et on va essayer de les ancrer dans nos thèses pour voir si on a des gros changements, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on est, en essayant au maximum de ne pas être biaisé par rapport aux théories que je développe sur certains altcoins, etc. L'idée c'est vraiment d'essayer de couper le bruit et de voir factuellement ce qui se passe. Et vous allez voir qu'il se passe vraiment pas que du bien, mais je vous donnerai mon avis après. On va voir. On commence avec les news de février. Ce bon vieux Donald qui avait été inauguré le 20 janvier dernier au bureau ovale, qui avait donné énormément de promesses. On parlait de réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis, la proposition avance. Trump a signé le 23 janvier un décret qui permet de renforcer le leadership américain dans la technologie financière numérique. Encore une fois, on en a parlé dans la dernière vidéo, on était sur énormément d'attentes. Je m'en souviens que ça spéculait sur le fait que dans les 48 heures où Trump était arrivé à la Maison Blanche, il n'avait pas parlé de Bitcoin. Et en fait, on était dans une situation où on ne pouvait juste pas matcher les attentes. Trump a suivi ce qu'il avait dit, il a pas du tout retourné sa veste, sauf que au lieu de dire jour 1 on va acheter des bitcoins pour notre réserve stratégique, il a créé un groupe de travail qui prend du temps, qui est dirigé par un mec qui s'appelle David Sachs, qui est le conseiller spécial et qui a été nommé le tsar de l'IA et des cryptos, et l'objectif de ce groupe de travail, ça va être d'évaluer la possibilité de constituer un stock national d'actifs numériques, donc avec Bitcoin et potentiellement avec des altcoins, à partir des 207 000 Bitcoins qui avaient déjà été saisis par le gouvernement fédéral. Donc depuis l'investiture, il y a eu des éléments positifs, le problème c'est que ça prend beaucoup de temps. On a souvent des news un peu négatives dans le sens où on voit des États qui commencent à refuser la réserve stratégique en Bitcoin, même si on n'a que 4 États qui l'ont refusé sur les 24 qui continuent de l'étudier. C'est des choses qui prennent du temps et qui sont pas du tout arrangées dans la façon dont elles sont tournées dans les news par le contexte macro. Le contexte macro, c'est la guerre commerciale que lance Trump ces derniers temps. On a eu au mois de janvier la peur sur le Canada et sur le Mexique. C'est avec l'Europe qu'il annonce aussi qu'il veut augmenter de 25% les droits de douane sur les produits qui viennent d'Europe, surtout les voitures. C'est la politique de Trump, il fait très peur, ça incite à négocier et ensuite il revient sur ce qu'il veut, c'est sa manière de faire. Et forcément, ça plaît pas au marché parce que ça crée beaucoup d'incertitudes. Ce mois de février, il a été aussi marqué par la vraie chute des meme coins. À la fin 2024, tout le monde parlait des meme coins, que en fait c'était beaucoup plus raisonnable de mettre des mèmes dans son portefeuille, etc. Et j'avais une narine qui commençait un peu à puer, vous voyez ce que je veux dire? Je commençais à me dire c'est quand même vraiment bizarre cette tendance à commencer à professionnaliser un petit peu les meme coins dans un portefeuille et à commencer à dire que avoir des meme coins dans un portefeuille sérieux, long terme, c'était quelque chose de viable. Et fin 2024, explosion des meme coins, Donald Trump qui lance son meme coin, la femme de Donald Trump qui lance son meme coin, le père de Elon Musk qui lance son meme coin, la République de Centrafrique qui lance son meme coin, sauf que depuis, ils sont tous à moins 80%. C'était absolument débile. À son plus haut, le meme coin de Trump, c'était 11% du volume total des cryptos. On a un ATH à 75 $ et aujourd'hui, il est autour des 12-13 $. Le problème, c'est que le 15 février, on a Javier Milei, le président argentin, qui s'envoie un gros rug pull en faisant la promo de Libra. Il a explosé, il a fait 700% dans la même journée et il a perdu 90% la semaine d'après. Là, on peut se dire, ok, c'est encore un énième meme coin qui a dump. Le problème, c'est que Luke On-Chain, qui est un site d'analyse on-chain, a identifié qu'il y avait 11 wallets d'insiders qui ont été créés quelques heures
avant le lancement du Libra, et que ces fameux 11 wallets, ils auraient fait un petit dump de 43 millions du token Libra. Donc forcément, Khafir Milei qui est accusé de fraude, il y a des histoires comme quoi aussi, on a l'agence prestataire qui devait réaliser le token qui était la même que celle de Donald Trump, on sait pas exactement ce qui s'est passé, on parle de destitution, ça a eu un énorme effet même sur la bourse argentine, il y a plus de 100 plaintes qui ont été déposées, et actuellement il y a une enquête anti-corruption organisée par Milei lui-même, qui est en cours pour examiner son rôle et celui de son entourage. Le mec fait son propre audit, pourquoi pas. Donc le mois de février, il commençait quand même pas hyper bien. Et là, on se dit, bon, on est le 15 février, historiquement, février, c'est quand même pas trop mal. En plus, je sais pas si vous vous souvenez, on a eu une petite remontée, on s'est dit, ok, là, il peut se passer un truc. Et non, les mecs, on n'a pas le droit au bonheur. Bybit qui se mange un énorme hack de 1,4 milliard par le Lazarus Group, des hackers nord-coréens. Apparemment, ça viendrait du protocole Safe et pas directement de Bybit en lui-même. Il y a des audits actuellement qui sont en cours. Les 1,4 milliards ont été volés en Ether, ça fait l'équivalent de 75% des Ethers qui sont déposés par les clients. Refonctionne théoriquement correctement et l'exchange a lancé une campagne pour identifier les hackers rapidement. Bon, est-ce que ça va changer grand-chose? Absolument pas. L'idée, c'est de savoir si il va y avoir ou pas des grosses conséquences qui vont sortir de ces audits. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a évité le pire et que Bybit a l'air, et je dis bien a l'air solvable. Si vous avez des fonds sur Bybit, je vous conseille quand même vraiment de les retirer. Et je vous rappelle que rien ne vaut une bonne vieille ledger quand on est dans des situations comme ça. Oui, c'est rare que les exchanges tombent, mais c'est le deuxième plus gros exchange mondial, c'est extrêmement populaire en Asie, et les mecs se sont mangés à 1,5 milliard de hacks. Si vous avez des fonds sur les exchanges, diversifiez-les. Et vous le savez, la meilleure façon de se protéger, c'est d'avoir une ledger, de ne rien garder sur les exchanges si c'est possible. Même si je sais que évidemment c'est un peu moins pratique, mais ça permet d'éviter des trucs quand même bien désagréables. Bon, nouvelle un peu plus sympa, lancement des remboursements de FTX depuis le 18 février. La première phase, elle cible les créanciers de ce qu'on appelle les convenience keys, donc c'est-à-dire ceux dont les pertes sont inférieures à 50 000 $, c'est-à-dire la majorité des gens. On a plus de 1,2 milliard de dollars en crypto sous forme de stablecoin ou de dollars qui ont déjà été distribués via Kraken et BitGo qui étaient chargés de gérer les versements. Les bonnes vieilles réserves d'or. Le 17 février, Elon Musk et le sénateur Rand Paul ont réclamé un audit complet des réserves d'or des USA qui étaient stockées à Fort Knox dans le Kentucky. Le truc, c'est que aucun audit n'a été fait depuis 1973 sur ces réserves d'or, et en 1973 c'est un audit partiel. Donc à suivre dans les prochains mois, il y a une très bonne vidéo d'Asher qui explique tout ça. L'impact, il est à la fois positif et négatif. Il est positif parce que si les réserves n'ont pas bougé, ça confirme la puissance des États-Unis à l'échelle mondiale, mais il peut être négatif s'il y a moins d'or que prévu, si on a des dégradations, des pertes ou autres, ça va avoir un impact extrêmement désagréable sur les marchés, des risques de panique à court terme, mais à long terme, ça peut quand même bénéficier à Bitcoin comme actif traçable et transparent. Ce bon vieux Michael Saylor qui n'a pas manqué son petit tweet Bitcoin fixes this. On va voir ce qui se passe à Fort Knox. Donc on a fini le point news, mois de février extrêmement désagréable sur l'aspect nouvelle en tout cas. Et maintenant que je suis dans le marché depuis un petit peu plus longtemps, je commence à voir comment ça marche. C'est-à-dire que les news sont aussi vachement influencées par les news des 2 semaines d'avant. Et donc forcément on peut très vite avoir une cascade, que ça soit positive ou négative, dans le sens où on peut tourner la news de la façon dont on veut. Le problème, c'est que quand l'écosystème crypto, par exemple, a pas du tout le vent dans le dos, comme c'est le cas en février, on se retrouve avec des news qui sont toujours plus bearish, toujours plus anxiogènes les unes que les autres, et du coup, ça cannibalise un petit peu les émotions des gens. Et donc, on a des news qui s'enchaînent, et qui sont très mauvaises. Encore plus mauvaises dans la façon dont elles sont faites. On passe au point institutionnel avec les ETF. Depuis le 10 février, on a majoritairement des sorties de liquidités sur l'ETF Bitcoin, ce qui est corrélé évidemment à l'état du marché actuel. Fait quand même intéressant. Je tourne cette vidéo le 1er mars, on a eu un jour de vert le 28 février. Après cette cascade extrêmement désagréable avec plus d'1 milliard d'outflows sur les ETF le 25 février. Mais quand même, dans ces périodes-là, c'est toujours très facile de regarder un peu juste la dernière semaine et se dire que c'est catastrophique. Si on regarde quand même le bilan global des ETF sur maintenant plus de 1 an et 2 mois, c'est quand même vachement visuel. On a beaucoup plus de jours en inflow qu'en outflow. Globalement, les ETF Bitcoin sont un succès. Forcément, dans ces situations, c'est très facile de venir faire très vite des conclusions, disons que ça y est, les institutions se cassent ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Je vous rappelle que les ETF, ça représente l'argent des clients, des gens chez BlackRock par exemple, ou chez n'importe quel autre fonds. Et donc forcément, ces clients-là, ils voient les news aussi. Et donc c'est juste une conséquence de ce qui se passe sur le marché. C'est pas des surinterprétations qu'il faut commencer à mettre en place en se disant ok, les institutions se barrent des ETF.
Non, pas du tout. D'ailleurs, je vois aussi souvent cet amalgame qui est fait sur les ETF. Les ETF, ce sont des particuliers qui investissent dans un produit financier proposé par BlackRock ou autre. D'accord? Donc oui, forcément, il y a un lien institutionnel, mais ça reste l'argent de particuliers en majorité. Et évidemment, tout était corrélé pour qu'on ait cette période bien rouge, la Fed qui resserre sa politique, l'administration Trump qui prend son temps, donc les investisseurs commencent à paniquer, et Bitcoin qui chute, comme on va le voir juste après. Encore une fois, on en avait parlé, beaucoup trop d'attentes avec une situation macro qui est très instable, et donc forcément, le marché baisse depuis l'investiture. Mais il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est la prime entre les contrats à terme sur Bitcoin et le Bitcoin Spot. En gros, il y a une stratégie qui s'appelle le cash and carry, qui consiste globalement à jouer entre la différence entre le prix de Bitcoin et les prix des contrats dérivés sur Bitcoin qui sont pas exactement au même prix que l'actif sous-jacent, donc que Bitcoin. Et cette différence, c'est ce qu'on appelle la prime. Par exemple, je vais pouvoir acheter un Bitcoin en spot, je vais pouvoir vendre un contrat à terme et choper la différence. C'est ce qu'on appelle de l'arbitrage, c'est très connu. Sauf que le problème, c'est que cette prime, elle a baissé et ça vaut plus le coup parce que le rendement des obligations du trésor américain, il est à 4%. Donc, autant pas prendre de risque, ça n'a pas spécialement d'intérêt. D'où le fait qu'on ait aussi une sortie massive des ETF. C'est ce qui est expliqué dans ce tweet qui est très intéressant, je vous le mets en description. Actuellement, on a 1,109 millions de Bitcoin holdés on-chain. Ça représente 5,5% de la supply, avec évidemment BlackRock qui a 50% du marché. On est toujours dans des niveaux de croissance et on est toujours plus haut par rapport au point que j'avais fait dans une dernière vidéo, mais évidemment ça le ralentit légèrement, le contexte est compliqué. C'est aussi très compliqué pour Ethereum, en plus du hype de Bybit. Je pense qu'il faut pas non plus surinterpréter les outflows dans les ETF, c'est simplement corrélé à une période de marché qui est désagréable, et maintenant qu'on a plus de profondeur de liquidité avec ces ETF, forcément ça fait une sorte d'effet boule de neige, news ETF, où on va avoir une news catastrophique, donc les gens vont sortir leur argent des ETF, et donc on va voir que vu que les ETF sont extrêmement scrutés, les gens sortent des ETF, BlackRock sort des ETF, téléphone arabe, et du coup ça recrée des news encore plus catastrophiques, et c'est le bon vieux cercle vicieux des crypto-monnaies. On peut faire un point aussi sur les demandes d'ETF. Le 10 février, Grayscale avait demandé une demande pour Cardano, le 25 février, Grayscale avait demandé une demande pour Polkadot, qui serait coté au Nasdaq, et Bitwise aurait demandé aussi une demande pour les ETF Aptos. Je pense que d'ici quelques temps, beaucoup de grosses crypto-monnaies vont avoir un ETF. Le contexte est beaucoup plus favorable. Encore une fois, je vous rappelle qu'on est que un mois après l'investiture. Donc forcément, il faut le temps que l'environnement se mette en place, que l'écosystème réussisse à se stabiliser. Mais je suis très très optimiste par rapport à ça. Par contre, je pense pas que ça ait des énormes répercussions sur le prix, comme on l'a eu par exemple avec l'ETF Bitcoin. On a vu que l'ETF Ethereum avait pas non plus une énorme répercussion sur le prix, et qu'on aura un ETF Solana, Polkadot, Cardano, etc. Ça aura pas non plus des énormes conséquences sur le marché, vu que ça sera largement pricé et que on aura un petit peu digéré cette annonce. Si on fait un point sur les demandes d'ETF en cours, on a une deadline de octobre 2025, mais la SEC a reconnu les dépôts pour Litecoin et Solana, donc ça avance dans le bon sens. On a 90% de chance pour Litecoin, 75% pour Dogecoin et 70% pour Solana, qui gagnent un petit peu en légitimité avec l'ETF de Volcherche qui est listé sur la DTCC, qui est globalement une institution financière qui va faciliter le règlement et la compensation des transactions sur les marchés financiers pour leur sécurité et pour leur fluidité. On a quand même eu des bonnes nouvelles dans ce bon vieux mois de février catastrophique. La SEC qui a reconnu le 25 février le dépôt de la demande d'autorisation de staking pour l'ETF spot de Grayscale, donc ça avance. Maintenant, on va pouvoir avoir un ETF Ethereum où les jetons seront en staking et les clients pourront recevoir les récompenses. Ça pose évidemment des questions de décentralisation parce qu'on va avoir maintenant des validateurs institutionnels, mais j'ai envie de dire qu'on s'y attendait. Pas comme c'était une surprise, ça devrait arriver, c'est comme ça. 3 semaines avant, ils avaient aussi reconnu la demande de 21 Shares, donc l'environnement réglementaire, il est quand même de plus en plus favorable, il y a plus Gary Gensler, donc il y a des chances que ça aille beaucoup plus vite et ça pourrait aussi coïncider avec une fin de cycle en fin d'année. Quand ils seront acceptés, je vous donnerai mon avis sur ça à la fin de la vidéo. Je pense que c'est aussi très important maintenant de faire un point sur l'adoption de Bitcoin du côté des banques et des entreprises. On parle énormément des ETF, mais les entreprises privées et les gouvernements et les banques sont extrêmement présents et achètent du Bitcoin en masse. On le voit ici, regardez la charte d'évolution. En orange, vous avez les ETF. En bleu, vous avez les compagnies privées qui prennent de plus en plus de place. En violet, ici, vous avez les gouvernements. Et en bleu, vous avez les compagnies publiques. Et on le voit, regardez, la bleue du bas et violet et bleu en haut. On a de plus en plus d'intérêt des entreprises privées, publiques et des gouvernements pour Bitcoin qui continuent d'accumuler. Ça se voit ici, oui, il y a les ETF qui prennent beaucoup, mais regardez les compagnies publiques, regardez les compagnies privées, regardez les gouvernements. On a de plus en plus de Bitcoin en trésorerie. On a Goldman Sachs qui investit dans les ETF Bitcoin, ça représente actuellement 1,52 milliard de dollars si je dis pas de bêtises. On a Barclays, une banque britannique qu'on voit souvent sur les maillots des clubs de foot de Première Ligue, qui annonce aussi avoir 131 millions de dollars dans l'ETF de BlackRock. La Banque de Montréal au Canada a investi 150 millions de dollars en ETF Bitcoin. Grosse news aussi au Japon où les banques ont intégré XRP,
pour les paiements en 2025 XRP. C'est très corporate, mais ça se développe. C'est un peu derrière le rideau, donc pour nous, c'est un peu difficile de voir un petit peu ce qui se passe. Mais oui, XRP est utilisé dans certains endroits. Metaplanet aussi, qui est une société d'investissement japonaise qui accumule des bitcoins avec 2235 bitcoins détenus. Et vous voyez qu'ils ne font que d'accumuler, peu importe le prix. Et même maintenant, avec le petit pic qu'on voit là, ils ont racheté de manière très forte dans cette période-là. Et stratégie, on ne dit plus micro-stratégie, mais stratégie de Michael Saylor qui continue d'accumuler et d'acheter en masse avec plus de 500 000 bitcoins détenus. Donc ça avance aussi de ce côté. Les ETF ont lancé l'intérêt institutionnel. Tout le monde a un peu tunnel vision sur les ETF, mais on le voit, on a une hausse de l'intérêt sur Bitcoin et sur les crypto-monnaies de la part des entreprises et des gouvernements privés ou publics pour les entreprises. Petit point inflation. Alors je vous avoue que j'avais mes petites notes préparées, l'inflation était autour de 2%, et là je viens de voir un méga dump de l'inflation sur Trueflation autour de 1,5%. Alors je n'ai pas la raison de ce dump, mais ça change pas mal ce que je voulais vous dire, c'est que l'inflation au cours du mois de février, elle était pas mal remontée, on était redescendu autour des 2%, on était remonté à 2,26 ici sur Trueflation. Je vous rappelle que l'objectif de la Fed, il est de faire descendre l'inflation en dessous des 2%. Et là on vient d'avoir un méga dump de l'inflation le 1er mars sur Trueflation, à voir si c'est vérifié, à voir d'où ça vient, c'est toujours à prendre avec des pincettes évidemment. Trueflation, ce n'est pas non plus la vérité absolue, mais si c'est le cas, ça veut dire que cette politique de désinflation, elle est en train de toucher à sa fin et que on devrait enfin avoir des taux d'intérêt qui redescendent. C'est sûr et certain que la Fed va redescendre les taux d'intérêt cette année. Le truc, c'est qu'on en a parlé, la Fed, elle prend son temps, elle a pas de pression, elle doit contrôler, notamment on avait des problèmes aussi sur l'inflation des services qui est encore un petit peu trop haute, et donc la Fed, elle voulait pas redescendre les taux trop vite pour éviter qu'on ait par exemple des problèmes avec les salaires, etc., et qu'on ait une sorte de stagflation qui se mettent en place. Mais si on a une inflation qui redescend vraiment en dessous des 2% comme ce qui est annoncé sur Trueflation, c'est assez fou. On pourra avoir des signaux assez drastiques qui évoluent. Et en fait, là où pour l'instant je trouve qu'on a des bonnes nouvelles qui pour l'instant ne sont pas encore très capitalisées, c'est que l'inflation, elle est mesurée en année par rapport à l'année dernière. C'est le changement annuel, d'accord? Là, on voit que l'inflation, elle est 1,51% plus haut que à la même date l'année dernière. Le truc, c'est que ce qui est largement pricé par les marchés, ce sont les annonces de la Fed concernant l'inflation. Le problème, je sais pas si c'est un problème, mais c'est que les annonces de la Fed, elles concernent le mois d'avant. C'est-à-dire que les annonces de février, elles concernent le mois de janvier. Les annonces du mois de janvier, elles concernent le mois de décembre. Et donc, si on a une grosse désinflation en février, ça va être pricé en mars. Et donc, on pourrait avoir des très bonnes nouvelles en mars parce que, on aurait enfin la confirmation que la cible des 2%, elle est atteinte, qu'on est en dessous et que, enfin, on peut reprendre une politique d'expansion économique, comme ce qu'on va voir un petit peu après. Et normalement, on devrait avoir les résultats positifs de février sur l'inflation avec le CPI du 12 mars 2025, à suivre un peu ce qui peut se passer de ce côté-là. Ce qu'il faut quand même retenir sur cette année-là, c'est que on est pour le début d'année dans une politique de désinflation où on veut atteindre cette cible des 2%, mais où la Fed va prendre son temps et va finir par redescendre ses taux d'intérêt. Et donc forcément, ça va amener de la liquidité parce que l'argent est créé via les crédits. Et donc si on donne plus d'accès au crédit, forcément, on débloque beaucoup plus de liquidité. En parlant de liquidité, je suis en train de vous préparer un gros pavé, mais vraiment un pavelard de 1 heure sur la liquidité parce que je pense que c'est l'un des éléments les plus importants dans une analyse d'investissement. La liquidité, c'est littéralement ce qui drive l'entièreté du marché. Vraiment. Et ici, on le voit avec la masse monétaire M2, c'est-à-dire la quantité d'argent disponible dans le monde, le cash, les dépôts à vue, l'épargne, etc. C'est l'argent disponible à la consommation, en gros. On a pas mal chuté en 2022-2023 pendant le resserrement, mais on commence à se rapprocher des niveaux d'avril 2022 tranquillement, avec une masse monétaire qui ne fait que d'augmenter, malgré ce qu'on peut amener en ce moment comme peur, les politiques de quantitative tightening, etc. La vérité, c'est que la Fed continue d'imprimer de l'argent, et on a une global liquidity qui remonte et qui va tranquillement en 2025 aller retourner à son niveau d'avril 2022, ce qui est une extrêmement bonne nouvelle parce que au final toutes ces analyses qu'on fait, la Fed, les marchés, les institutions, les ETF, tout n'est que pour une raison et tout ne tourne que autour d'une chose, c'est la liquidité. Si on pouvait résumer les marchés financiers et l'investissement en une chose, ça serait la liquidité, vraiment. On peut faire la comparative par rapport au cycle de 2021, vous voyez ici en violet on a la M2 globale qui était en augmentation permanente, on était en post-Covid, on avait une impression monétaire absolument énorme, une politique d'expansion, et le prix du Bitcoin n'a fait que de suivre. Pourquoi? Parce qu'on a de la liquidité et donc une possibilité d'exposition aux actifs un peu plus à risque. La hausse de Bitcoin, elle est corrélée à la hausse de la liquidité globale. Et même, j'ai envie de vous dire, Bitcoin est corrélé à la liquidité. Parce que si on regarde dans les périodes de resserrement économique, comme on a eu en 2022, c'est la période de bear market. Et à partir du moment, on le voit ici, à partir du moment où on a commencé ici
à avoir une nouvelle impression monétaire et un changement de tendance, bah c'est ce qui littéralement a marqué le bottom de Bitcoin. Donc Bitcoin est extrêmement relié à la liquidité. Et ça rentre aussi dans ma thèse du fait que je pense vraiment que le bull run n'est pas fini, qu'on n'est pas en bear market, qu'on aura une alt season, etc. Parce que historiquement, Bitcoin est relié à la liquidité. Et donc on peut prendre toutes les datas qu'on veut, on peut regarder les altcoins, on peut regarder les RSI monthly, tout ce qu'on veut. À partir du moment où on a de la nouvelle liquidité, historiquement, Bitcoin en a toujours profité. Et je pense que ça sera le cas aussi dans cette année 2025. On a besoin de liquidité, on a besoin d'impression. Par contre, c'est pas obligatoire pour avoir une hausse. Ici, vous avez un graphique que j'avais fait dans une analyse pour Crypto Recherche. Vous avez le lien en description 10% avec le code qui s'affiche quelque part. Et on le voit en 2017, on était dans une période où la Fed diminuait progressivement son bilan, la charte blanche. Là, on était en quantitative tightening avec des taux d'intérêt qui étaient passés de 0,6 à 1,3%. Donc on était dans une politique de resserrement monétaire, même si les taux étaient très bas. Donc le bilan de la Fed diminuait tranquillou, mais ça n'a pas empêché Bitcoin de connaître sa phase parabolique. Par contre, ça a peut-être accéléré le bear market. Mais pendant cette période de resserrement monétaire, Bitcoin a quand même explosé. Et ensuite, vous voyez que c'est très liquide et c'est très décalé le Total 3, le marché des altcoins, parce qu'ils ont bénéficié de la liquidité de Bitcoin. Donc forcément, les politiques d'expansion monétaire et d'expansion économique, elles sont très bonnes pour Bitcoin, mais elles sont pas obligatoires parce qu'en 2017, même si le contexte est très différent, d'accord, dans 2017, on était dans des situations avec un bateau qui était beaucoup moins lourd, donc beaucoup plus facile à bouger, plus des taux d'intérêt qui étaient quand même très faibles. Donc quand même une liquidité qui était présente. Mais on n'en a pas eu besoin pour le coup. Je vous en parle depuis un moment aussi, l'indice PMI. Le PMI, en gros, c'est un indice qui suit l'évolution de plein de facteurs clés dans le secteur manufacturier, dans les usines. Donc en gros, l'évolution de la production, les nouvelles commandes, l'emploi, les fournisseurs, les livraisons, etc. Et en fait, le fait de voir un petit peu ce qui se passe dans les usines, ça permet d'avoir une anticipation de l'état de l'économie dans les mois qui vont suivre. Pourquoi ? Parce que si on a beaucoup plus de production, si on a beaucoup plus de stock, ça va se déverser sur l'économie dans les mois qui suivent une fois que tout est prêt. Et donc le PMI, c'est un indicateur qui est extrêmement important et que j'utilise beaucoup parce qu'il est extrêmement relié. Et vous voyez que si on regarde ça, on a des cycles économiques qui sont toujours présents, avec un PMI qui monte globalement autour des 60, qui redescend en dessous de 50, et quand on dit qu'on a un PMI au-dessus de 50, on a une économie en expansion, et en dessous de 50, en compression. Et vous voyez que pour la première fois, on est repassé au-dessus des 50 à 50,9. On a des prévisions sur le PMI qui continuent d'augmenter, et je pense qu'on va avoir un top local du PMI en 2025, ce qui est extrêmement bon. Si les nouvelles commandes augmentent beaucoup, la production suit, et l'emploi reste stable. Et c'est ça qu'on veut vraiment aller chercher. Bon, maintenant, je vous parle de politique économique, etc., mais la réalité c'est que pour l'instant le marché il est dégueulasse. Ici on a la charte de la performance des principaux actifs financiers depuis mars 2024 et je vais vous mettre après depuis le début de l'année 2025. On a Bitcoin, l'or, le Nasdaq, le S&P et Ethereum. Première chose qui saute aux yeux, c'est le retard énorme d'Ethereum. Elle fait vraiment de la peine pour le coup. Ethereum est clairement en retard par rapport à ses performances habituelles et par rapport au reste du cycle. Et c'est un peu symptomatique de l'ensemble du marché des altcoins, c'est pas que Ethereum, c'est Solana, c'est tous les altcoins que vous voulez. On a pour l'instant un retard des altcoins. Pourquoi ? Parce que les altcoins sont des actifs à risque. On est dans un climat macro qui n'est pas hyper stable, donc forcément les gens n'aiment pas le risque, plus le fait que pour l'instant on n'a pas encore un énorme déversement de liquidité qui arrive sur Bitcoin puis sur les altcoins. Il y a aussi la théorie du fait qu'il y a 36 millions de crypto-monnaies que j'entends un peu partout. Oui, mais je suis pas non plus si hype par cette théorie dans le sens où oui il y a 36 millions de cryptos mais en vrai les liquidités elles sont sur le top 500. Donc oui on aura un petit peu de gâchis qui ira sur les 35 millions et quelques autres cryptos, mais globalement le volume qui est sur les cryptos il est dans le top 500. Donc en vrai je trouve que c'est un peu un argument de bear market plutôt qu'un argument qui justifie le fait qu'on ait une dilution. Et maintenant si on regarde en year to date on voit que pour l'instant le marché n'est pas extrêmement serein, les gens sont encore énormément accrochés aux actifs sans risque avec le top performer qui est l'or en 2025. Et ensuite, l'autre part de marché, elle se penche beaucoup plus sur les actifs à risque, mais elle privilégie pour l'instant les actions et pas encore les cryptos. On a une courbe de risque qui se revoit parfaitement sur cette charte-là. On a l'or qui performe, qui montre l'incertitude sur le marché, le S&P qui est un peu break-even, le Nasdaq qui est un peu en dessous, ensuite Bitcoin et Ethereum qui se fait démonter. Ce qui est intéressant, on le voit ici, c'est que Bitcoin a une corrélation positive de 80% avec le S&P. Bitcoin suit énormément les actions américaines et aussi les actions tech américaines, parce que le poids de la tech dans le S&P est absolument énorme et donc forcément Bitcoin est très corrélé, et c'est aussi dû au fait que le S&P est corrélé à quoi ? À la liquidité. Donc il y a la liquidité qui est tout en haut, après t'as le S&P et après t'as Bitcoin qui suit. Data un peu moins rassurante, c'est les paires de volume sur les DEX, le volume sur les DEX, sur les échangeurs décentralisés qui font comme neige au soleil. Cette période-là, elle est quand même vachement biaisée parce que c'était la période du même coin de Trump et donc forcément on a eu un pic de liquidité. Mais toujours est-il que si on regarde weekly, on passe sur des volumes de 60, 110,
120 milliards par semaine en fin janvier à un timide 33, 46, 50 milliards. Ça montre que pour l'instant on a beaucoup de peur, on a pas mal de désintérêt pour l'instant sur le marché. Et ce qui m'inquiète un peu plus, c'est qu'on est sur des niveaux qui n'ont jamais été aussi bas depuis septembre 2024. Donc on a un peu reset ce qui s'est passé depuis novembre malheureusement. Mais j'ai aussi envie de vous dire que si on regarde les charts à long terme, c'est je pense en partie dû à cause du désintérêt sur les mêmes coins, qui était une immense partie du volume de trading sur les DEX, notamment sur Solana. J'ai une vidéo complète sur Solana qui arrive, c'est pour ça que je rentre pas plus en détail là-dessus. Mais c'est quand même assez flagrant de voir à quel point on a un désintérêt qui se met en place. Après la question elle est aussi plus autour de est-ce qu'on n'avait pas juste un énorme boost dû au même coin de la liquidité sur les DEX qui n'était juste pas tenable et qu'on est revenu à des niveaux un petit peu plus normaux. C'est à voir. Et ce qui est intéressant, c'est ici vous avez une map des liquidations et des volumes en fonction des horaires des sessions. C'est l'Asie qui a le plus échangé pendant cette période, pas les États-Unis, et l'Europe en deuxième. Et on a un peu tendance à rejeter la faute à la mauvaise personne ou à scruter un peu au mauvais endroit. Je vois beaucoup de gens qui attendent l'ouverture des sessions américaine pour ça. Globalement c'est plus les sessions asiatiques que vous devriez regarder. Petit point aussi sur les fundings qui sont globalement toujours dans le vert, c'est-à-dire que les longs payent toujours des primes aux shorts, mais ça veut surtout dire qu'il y a plus de longs que de shorts, alors qu'on est dans un marché qui a lavé tout le monde et qui devrait faire baisser les bras à pas mal de monde, et surtout aux nouveaux. Et ça c'est pas très bon, parce que si les gens continuent à long, il y a plus de probabilité que le marché continue de redescendre. Déjà parce que d'un côté le marché va souvent à l'encontre de la masse, mais surtout parce que les longs placent leur liquidation en dessous du prix actuel. Et du coup si le marché vient liquider cette position, le long il doit vendre sa position et ça crée de la pression baissière. Donc il faudrait que les fundings théoriquement tendent vers le négatif pour que la liquidation s'arrête. Petit point altcoin avec la mise à jour d'Ethereum qui est actuellement en testnet, la mise à jour Spectra sur Oleski qui est le testnet d'Ethereum. Il y a des bugs pour l'instant, les développeurs sont en train de résoudre tout ça pour que ça arrive sur le mainnet le 8 avril. Les objectifs, je vous les rappelle, j'ai une vidéo bien techos sur Ethereum si ça vous intéresse, si vous avez 30 minutes, vous avez envie de prendre un bon Doliprane à la fin. Les objectifs c'est améliorer globalement la scalabilité, réduire les coûts et surtout essayer de simplifier un petit peu l'expérience utilisateur pour la fameuse grande adoption. C'est aussi de doubler le nombre de blobs par bloc qui va permettre de booster la disponibilité des données pour les roll-ups de Layer 2. Si vous n'avez pas compris, gardez en tête que globalement ça va beaucoup plus vite. Petit point sur un altcoin dont on n'a pas énormément parlé, c'est le BNB. Le BNB, si on regarde la charte par rapport à Bitcoin, on a une charte qui se porte quand même plutôt bien depuis 2024. Il n'y a pas de surperformance majeure de Bitcoin contrairement à beaucoup d'altcoins. Donc on est quand même sur un projet qui a fait un joli x2 même au prix actuel depuis janvier 2024. Et BNB, c'est l'un des projets dont on parle pas énormément mais qui a énormément de solidité. Pourquoi ? Je pense que c'est en grande partie parce que on est sur un projet et sur un token qui dépend beaucoup moins de l'adoption de la Binance Smart Chain que par exemple on pourrait avoir pour un Solana ou un Ethereum, puisqu'il est aussi intégré à Binance. Donc on va avoir les frais et la réduction, le staking, les vaults, les launchpads, etc. On a aussi une demande qui est organique pour le jeton au fur et à mesure que l'exchange prend des parts de marché. Binance a un peu fini sa traversée du désert et ses galères avec toutes les régulations qu'on a connues. On a aussi un mécanisme de burn trimestriel sur BNB qui augmente sa rareté avec le dernier burn le 23 janvier qui a retiré 1,5 million de BNB de la circulation. À la base on a 200 millions de tokens, on a un objectif avec le burn de 100 millions de tokens et on a une supply actuelle de 145 je crois millions de jetons, donc on est quand même pas loin de cet objectif. Je rentre pas dans le détail mais c'est intéressant quand même à creuser. Petit point sur Ondo Finance qui a fait son annonce de la Ondo Chain. Ondo Chain c'est une blockchain institutionnelle qui est conçue pour globalement répondre à un besoin de grosses entités financières. Ondo c'est un projet de real world asset qui va permettre la tokenisation des actifs réels, c'est le leader sur cet aspect là, c'est un projet qui est très corpo mais qui est aussi très solide. Le but ça va être de venir combler le fossé entre les liquidités des investisseurs institutionnels et l'accès à la DeFi. Pour l'instant c'est deux mondes qui ont quand même beaucoup de mal à se comprendre, mais l'objectif de Ondo ça va être justement d'amener ces liquidités sur la DeFi via leur blockchain. Donc on voit qu'il y a des très très bons advisors et c'est un projet qui est extrêmement puissant si jamais ils arrivent à matcher un petit peu leurs promesses. On n'a pas encore de date de lancement précisée, il y a pas mal de possibilités, on pourra avoir un réseau de validateurs permissionné, on pourra avoir une blockchain compatible EVM, donc beaucoup plus fluide pour les transactions sur Ethereum, la possibilité aussi de venir staker des actifs tokenisés. Larry Fink de BlackRock a récemment d'ailleurs plaidé pour la tokenisation des actifs et des bons. Et on a aussi un très bel investissement de la part du WLFI qui n'est pas un parti de gauche, il faut pas oublier le W, c'est le World Liberty Financial, soutenu par la famille Trump dans des tokens Ondo. Donc on est sur un projet qui pourrait non seulement faciliter l'accès des institutions au real world assets, mais aussi qui pourrait un peu venir redéfinir les marchés financiers en intégrant la puissance de la blockchain aux actifs traditionnels. Et on va finir cette vidéo avec un point on-chain. Ici vous avez le Short Term Holder SOPR. En gros le SOPR il mesure si les bitcoins qui sont vendus à un instant T sont en perte ou en profit. Donc en gros il va comparer le prix d'achat de chaque bitcoin au prix actuel au moment de la vente. Globalement si on a un SOPR dans le rouge ça veut dire que les bitcoins vendus sont en perte par rapport à leur prix d'achat initial. Ça montrerait une vraie pression vendeuse de la part des short-term holders, des gens qui sont arrivés il y a très peu de temps sur le marché, qui commencent à capituler après
être arrivé dans l'euphorie des élections. Là, on voit que c'est le cas, on voit que le SOPR est repassé dans le rouge, ça montre qu'on a une vraie pression vendeuse de la part des short-term holders, des gens qui sont là depuis très peu de temps, quelques mois, qui commencent à capituler après être arrivés dans l'euphorie des élections et qui vendent à perdre et jettent l'éponge. Donc les bitcoins vendus actuellement, ils sont vendus à perte. Et encore une fois, j'ai pas envie de mettre en place des biais bullish ou bearish ou quoi que ce soit. Mais on en parle depuis un moment, du fait qu'il n'y a pas de repas gratuit en crypto et que forcément quand on arrive en croyant que tout va monter dans l'euphorie, on se fait forcément corriger. Et ça fait un moment qu'on en parle, j'en avais parlé en décembre, en janvier, on devait avoir une capitulation des nouveaux pour continuer et pour purger un petit peu le cycle. Et donc forcément les capitulations elle est désagréable pour tout le monde, hein, pas que pour les nouveaux, mais c'est un scénario qui est entendable dans la structure et qui vient pas valider quoi que ce soit. Donc les bitcoins qui sont vendus, ils sont vendus en perte, ok, mais les bitcoins pas vendus du coup. Ici on regarde le NUPL des short-term holders, donc les profits ou les pertes latentes des investisseurs qui possèdent des bitcoins depuis moins de 155 jours. Donc les bitcoins ils sont pas encore vendus. Et on le voit dans cette zone là que les détenteurs de bitcoin depuis moins de 155 jours ils sont officiellement en perte, ça y est, ils sont à moins 6 milliards de dollars. Ça montre qu'il y a encore des menaces de pression vendeuse parce que oui, il n'y a pas tous les bitcoins en perte qui ont été vendus. Oui, il y en a une part, on l'a vu avec le SOPR, mais il en reste et eux aussi sont en perte. Alors, ça s'interprète de plusieurs façons et d'un côté ça se surinterprète pas non plus. C'est pas forcément quelque chose de négatif parce que ça peut montrer qu'on a une accumulation de la part des investisseurs court terme et qu'on a un refus de capituler. Mais ça sera quand même beaucoup plus sain quand on aura un NUPL qui remontera vers zéro parce que ça voudra dire que la majorité des bitcoins qui sont pas vendus seront à peu près break-even et qu'on aura moins de menaces de vente à perte. Et le dernier élément important, c'est le MVRV des holders court terme. Donc en gros, les bitcoins qui sont vendus actuellement, ils sont vendus à perte. Ok. Et les bitcoins, ils sont pas vendus, ils sont aussi en perte. Mais la question, c'est est-ce que le marché sous-évalue bitcoin actuellement? Le MVRV, en gros, c'est le ratio entre le prix actuel du bitcoin et le prix moyen d'achat du bitcoin par les holders court terme. Donc si le prix il est inférieur à 1, ça veut dire que le prix du bitcoin il est inférieur au prix d'achat moyen et ça veut dire que les short-term holders sont en perte en moyenne. Si le prix est supérieur à 1, ça veut dire que le prix du bitcoin il est supérieur au prix d'achat moyen, donc que les shorters court terme sont en gain en moyenne. Et là on le voit en ce moment ici, le MVRV il est autour de 0,90, 0,93. Ça veut dire que le prix actuel du Bitcoin est supérieur au prix moyen d'achat des investisseurs court terme. Donc un MVRV à 0,9, ça montre que le prix actuel il est de 7% en dessous du prix d'achat moyen des gens qui viennent d'arriver, ce qui reflète leur perte non réalisée. Et quand il est en dessous de 1, on peut parler de, théoriquement, de manière on-chain sur cet indicateur-là, d'accord, on peut parler de sous-évaluation. Pourquoi? Parce que dans le passé, ces niveaux bas, ils ont souvent marqué des points d'entrée pour les acheteurs après que les gens qui étaient là pour l'euphorie et la capitulation aient capitulé. Ça dit pas que le prix d'achat des short-term holders, c'est la vraie valeur. Ça dit que le marché pourrait avoir survendu la baisse. Exagérer, c'est un bien grand mot parce que le marché n'exagère rien, le marché il fait ce qu'il fait, on n'a pas de mot à dire là-dessus, mais la baisse pourrait être survendue. La conclusion qu'on peut en faire, c'est que 1, on est dans une période extrêmement compliquée et extrêmement volatile et qu'il faut pas non plus la sous-estimer. Je suis pas là pour vous dire que non, tout va bien, il faut juste être patient et hold et attendre. C'est des périodes qui sont très difficiles émotionnellement pour vous, pour moi, pour tout le monde. Forcément, on s'attendait à ce que 2025 soit très bon et on est vraiment déçus, mais je pense que ce qui fait le plus mal, c'est que ça remet en cause la suite de l'année. Et ça, c'est souvent significatif de grosses périodes de capitulation et j'ai envie de dire même de bottom locaux. Pour ceux qui étaient là à FTX, à Terra Luna, qu'on avait Bitcoin à 16 000, et même entre les deux tops de 2021, donc globalement entre juin et septembre 2021, il y avait vraiment cette sensation de capitulation où on se disait mais en fait tout est fini. Et de l'expérience que j'ai dans ce marché, quand on a ces sensations, c'est souvent les moments où le marché est tellement fatigué, on a tellement un désintérêt que le pire est souvent derrière nous. Est-ce que le pire actuellement est derrière nous? J'en ai aucune idée, je ne lis pas l'avenir. Par contre, ces situations historiquement, nous ont toujours montré que le pire était souvent derrière. Et la question qu'on peut se poser concrètement, c'est est-ce qu'il faut vendre ces crypto-monnaies? Est-ce que ça y est, on est dans un bear market? Est-ce que au final, on n'a pas eu le top à la fin d'année ou au mois de janvier? Et ma réponse à ça, c'est que je pense pas. On est dans un marché qui a changé avec des institutionnels et des gens beaucoup plus malins que ce qu'on pouvait avoir en 2021 et en 2017. Et donc, ces sensations de capitulation pour aller racheter plus bas, on savait qu'elles pouvaient arriver et on savait que ça pouvait être très difficile parce qu'on a des gens qui viennent un peu tirer les élastiques et les panter en dessous. Littéralement c'est nous, c'est un fait. Donc est-ce que ça invalide ma thèse de bull run en 2025? Non. Pourquoi? Parce que je me base aussi beaucoup sur l'aspect macro et sur l'aspect liquidité pour mes analyses. On est dans une période où, on l'a vu avec l'inflation, la Fed va descendre les taux d'intérêt. Le PMI est au-dessus de 50, donc ça va se répercuter sur l'économie dans quelques mois. On a de l'argent qui est imprimé parce que la M2 continue d'augmenter. Et donc toute cette liquidité, au bout d'un moment, elle va se déverser, et toute cette tension macro aussi, elle va commencer à diminuer au fur et à mesure que Trump sera en place, et que là, il a une politique extrêmement agressive, mais je pense
j'espère en tout cas, je suis pas expert en géopolitique, que ça risque de se calmer dans les prochains mois. Et je pense qu'il y a aussi tout un quiproquo autour de l'interprétation d'un bull run. C'est quoi concrètement un bull run? Est-ce que on était en bear market au moment où on a eu la redescente de 63 000 en mars 2021 jusqu'aux 30 000 2 mois plus tard? Est-ce qu'on était dans une période de bear market ou est-ce qu'on était dans une correction de mi-cycle? Ça dépend vraiment de cette interprétation. Ma vision, elle se base sur l'entièreté de l'année 2025. Je suis convaincu qu'on aura des gros mouvements en 2025. À la base, je partais sur un principe en mars, avril, mai, et je suis encore convaincu de ça, mais j'invalide pas le fait que ça sera en fin d'année. Et je sais très bien que le fait de dire ça sera pas en mars, avril, mai, ça sera peut-être en fin d'année, ça fait un peu oui bon on essaie de décaler pour pas avouer qu'on a tort, mais c'est vraiment pas cette notion-là. Je n'ai pas spécialement de biais bullish, je ne serai pas perma-bull. Je pourrais accepter d'invalider mes thèses quand on sera par exemple en fin d'année et qu'on verra que finalement il y a eu absolument aucun mouvement, mais j'ai pas non plus envie d'être aussi le mec qui remet complètement en question tout ça parce que la tendance globale c'est devenu à la mode de dire qu'on est en bear market et qu'il y aura pas de bull run. Non, je prends mes analyses, je prends le risque de penser qu'on aura un bull run et je l'implique sur mes investissements, d'accord, j'ai rien vendu, mais après c'est ma thèse personnelle et encore une fois n'oubliez pas que vous écoutez un mec qui va chez le coiffeur une fois tous les 6 mois. On est dans une période où les investisseurs sont épuisés du marché, le Fear and Greed j'en ai pas parlé mais il est en dessous de 20, c'est des périodes de bear market littéralement. Tout est fait pour essorer. Personnellement j'avais un petit peu de liquidité de côté donc j'ai rechargé du Solana, du NIR, du SUI, du Raydium et j'ai envie de voir comment ma thèse va se dérouler pour le futur pour cette année-là. Encore une fois, faites-vous vos convictions, c'est des moments qui sont vraiment éprouvant, donc chacun le vit un petit peu de la façon dont il veut. Personnellement, j'essaye un petit peu de décorréler ce que je peux contrôler de ce que je peux pas contrôler. J'essaye de couper le bruit et l'ambiance vraiment anxiogène. Et quand on a un peu le nez dedans, il y a aussi une tendance qui est très difficile et c'est pour ça que quand je vois des gens qui me disent oui, je rachèterai toujours en bear market, etc. On est un peu dans cette sensation-là. C'est que quand on est dedans, on a une sensation extrêmement pessimiste et donc c'est beaucoup plus dur de racheter ou quoi que ce soit. Mais il y a vraiment cette notion très simple de quand il y a du sang dans les rues, c'est qu'on est potentiellement dans un moment d'acheter. Et c'est ma conviction. Encore une fois, ça ne représente en rien des conseils d'investissement. Je sais que c'est une période qui est très compliquée. Basez-vous sur vos théories, faites-vous vos propres thèses, essayez aussi de couper le bruit et on verra ce qui se passera dans les prochains mois. On savait que c'était un marché extrêmement volatile. Rien n'est invalidé pour l'instant selon moi et j'ai hâte de voir ce que va nous réserver 2025 et j'espère les mecs qu'on aura une belle année parce que on l'aura mérité vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si ça vous plaît, je peux essayer d'en faire une à la fin de chaque mois pour que en gros vous ayez la possibilité, si vous le souhaitez, de regarder le moins de news possible et comme ça vous avez cette vidéo à la fin du mois que vous pouvez regarder et suivre un petit peu tout ce qui s'est passé. Je pense que c'est beaucoup mieux de condenser l'ensemble que d'avoir des news et de subir un peu la tempête d'informations, la culture de l'instant présent, la dernière vidéo, tout ça. J'ai pas envie de vous promettre que les beaux jours arriveront parce que je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas je ne pense pas que le bull run soit terminé, je ne pense pas que les altcoins ne performeront jamais, je ne pense pas que la TH était en décembre, janvier, je pense qu'on aura des beaux jours devant nous et le marché des cryptos est comme ça, tout est fait pour nous faire capituler. On va avoir un range de 6 mois, on va avoir une hausse de 2 mois, un range de 6 mois, une hausse de 2 mois. Ça a l'air d'être la nouvelle structure de ce marché et il va falloir un petit peu s'adapter. Merci beaucoup, c'était Eril, prenez soin de vous, ciao les potes.